De la FPS, hein, on n'accuse pas les copains. Donc ce mercredi 22 mai marque une nouvelle avancée en faveur des droits du peuple palestinien et du droit international. En étroite coordination, selon les propos du Premier ministre norvégien, 3 États européens, et non des moindres, l'Espagne, la Norvège et l'Irlande, accompagnés de la Slovénie et de Malte, ont décidé d'accorder la reconnaissance de leur pays à l'existence de l'État palestinien. La FPS se félicite de la décision de ces pays européens. Une reconnaissance ne peut plus attendre une solution de paix, a déclaré le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Store lors d'une conférence de presse à Oslo. Simon Harris, Premier ministre irlandais, a quant à lui salué, ouvrez les guillemets, un jour historique et important pour l'Irlande et la Palestine. Pour son peuple, les cicatrices du colonialisme britannique sont encore vivaces. La semaine dernière, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déjà fait savoir qu'il annoncerait la date de la décision de Madrid. Juste la date de la décision elle est prise. Après la demande du président de la Cour pénale internationale de prononcer des mandats d'arrêt internationaux contre Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, et Yoav Gallant, son ministre de la Défense, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, c'est un pas de plus qui est franchi. 146 des 193 États membres de l'ONU reconnaissent aujourd'hui l'État palestinien, plus de 75%. Il ne peut y avoir de paix réelle pour les peuples de la région sans la reconnaissance effective du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, ce qui passe par le premier des droits nationaux, avoir un État. La FPS tient à rappeler à cette occasion que le droit à l'autodétermination du peuple palestinien ne saurait s'exercer complètement sans l'application du droit au retour des réfugiés. Quant à la France, elle s'était prononcée en 2012 déjà, à l'Assemblée générale de l'ONU, en faveur de cette reconnaissance. L'Assemblée nationale et le Sénat ont demandé en 2014, il y a 10 ans, au président de la République de le faire. Elle aurait pu ainsi jouer un rôle moteur d'entraînement auprès de ses partenaires européens. Mais François Hollande, président à l'époque, avait alors préféré répondre qu'il le ferait, ouvrez les guillemets, le moment venu. Moment qui ne vint jamais. La France a ainsi passé son tour, laissant le leadership à d'autres. Emmanuel Macron, quant à lui, prétend que la question n'est pas taboue. Reste à savoir ce que cela veut dire en termes de prise de décision. La FPS lui demande simplement de mettre ses actes en adéquation avec le vote de la France au Conseil de sécurité de l'ONU. L'État de Palestine, lui, attend toujours, 76 ans après l'admission d'Israël aux Nations Unies. Ce deux poids, deux mesures doit cesser. Israël ne peut pas s'opposer à cette reconnaissance, il n'a aucun droit de le faire. L'autodétermination du peuple palestinien n'est pas de son ressort. Netanyahou n'aurait jamais dû être autorisé à exhiber devant l'Assemblée générale des Nations unies une carte d'Israël recouvrant tout le territoire de la mer au Jourdain, niant cyniquement l'existence même de la Palestine. Rétorquer, comme le fait Israël, que la reconnaissance serait une prime au terrorisme est purement grotesque. En quoi amorcer une solution politique à une oppression de plus de 76 ans serait une prime au terrorisme? C'est un pas vers la paix et la justice. Quant à Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, pour lui, ce n'est pas le bon moment. Ça rappelle Hollande, c'est le même argumentaire 10 ans après. Ce n'est jamais le moment de contrarier, ouvrez les guillemets, l'ami Bibi. L'ami Bibi, comme disait Macron lui-même il n'y a pas si longtemps. Comme pour François Hollande, on se demande donc quand ce bon moment viendra. Quand il y aura 100 000 morts à Gaza, 2 000 en Cisjordanie, quand il y aura 20 000 prisonniers politiques palestiniens, quand Israël aura annexé de fait la Cisjordanie, expulsé plus de 2 millions de Palestiniens et recolonisé Gaza.
Le moment est au contraire venu d'arrêter Israël dans son entreprise d'effacement du peuple palestinien et de tout faire pour parvenir à l'égalité des droits pour les Palestiniens, où qu'ils se trouvent. Les États qui, comme la France, se disent attachés aux droits des peuples, doivent le prouver par cet acte simple. Reconnaître l'État de Palestine, c'est la première étape vers la reconnaissance du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. C'est reconnaître la valeur du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes face aux faits accomplis et contre la loi du plus fort. La France doit reconnaître l'État de Palestine maintenant. Voilà, signé le Bureau national de la FPS, 23 mai 2024. Voilà, donc cette histoire de reconnaissance de l'État de Palestine soulève pas mal de questions. La semaine dernière encore, quelqu'un est venu me voir pour en parler, tout à l'heure encore. Sachant qu'aujourd'hui, on ne voit pas bien où et comment il va se faire cet État de Palestine. Et la question, elle est légitime et elle est vraie. C'est pour ça qu'on entend des voix, on en a déjà parlé aussi, des voix pour parler d'une solution à un État, mais qui est à l'heure actuelle tout aussi improbable. En tout cas, c'est un geste fort, un geste symbolique et certainement un geste politique indispensable pour faire avancer la question des droits des Palestiniens. Quand on pense que on a parlé de l'attitude ambiguë de la France, qui a une ligne officielle soutenant la création de cet État, qui vote à l'ONU pour cet État, mais qui s'abstient de franchir le pas. Donc une ligne ambiguë, le moment venu, ça ne tient pas la route. On peut aussi réfléchir sur la position des USA, qui dit soutenir un État palestinien, mais est contre l'idée d'une proclamation, ouvrez les guillemets, unilatérale. Comme si Israël n'avait jamais procédé à non pas à des déclarations, mais à des faits et à des actions totalement unilatérales. Et si on comprend bien ce que ça veut dire, il faut se dire qu'il faudrait attendre qu'Israël accepte donc de négocier les conditions de la création d'un État de Palestine, un État de Palestine qu'il refuse fermement, très ouvertement ou parfois de façon un peu plus hypocrite selon les partis. Je vous rappelle, on a parlé la semaine dernière de la représentation qui est faite d'Israël dans la plupart des documents qui circulent en Palestine. C'est vrai aussi pour les documents qui sont produits par des partis et des hommes politiques qui nous sont présentés ici comme étant modérés. Par exemple, Yair Lapid et le parti Yesh Atid, qui présentaient des cartes de Palestine aussi récemment dans leurs documents où la Cisjordanie n'existe pas. Donc il ne faut pas se leurrer. Les Israéliens montrent tous les jours qu'ils n'en veulent pas de cet État. Donc attendre de négocier avec des gens qui ne veulent pas d'un État, c'est totalement illusoire. Et bien sûr, si Israël acceptait de négocier, il faudrait qu'Israël accepte de mettre sur la table la question des colonies, qui limite la Cisjordanie et rend illusoire l'idée d'un État souverain et viable dans les 22% de la Palestine mandataire, qui en principe sont dévolus à l'État de Palestine. Sans parler de la question de Jérusalem, annexée, soumise à un nettoyage ethnique toujours plus féroce, plus actif. Donc dire comme les États-Unis le font, il faut des négociations, il faut une décision bilatérale, c'est du pipeau, on le sait très bien. Difficile d'avoir de l'espoir dans ces conditions. Et donc à ceux qui s'étonnent qu'on puisse se réjouir de ce genre de décision, de reconnaissance de l'État de Palestine, on répète que ce sont des décisions qui sont des étapes politiques importantes, nécessaires, à condition, toutefois, et c'est une réalité aussi, d'être vigilant. Imaginons que les choses avancent et que finalement on arrive à persuader Israël, à la faveur d'un changement de régime, de changement de politique, de se mettre à la table des négociations et qu'on aboutisse à la création d'un État de Palestine, mais qui ne serait dans la réalité qu'un État croupion, une espèce de bantoustan, dénué de toute souveraineté réelle, avec un territoire complètement miné parce qu'Israël n'entend pas lâcher des gros blocs de colonies, etc. C'est-à-dire dans la réalité un État qui ne serait pas un État viable et souverain. On peut craindre à ce moment-là que une grosse partie de la communauté internationale applaudisse, valide cet état de fait et que cela légitime ensuite Israël face
à une résistance qui ne manquerait pas de continuer à s'affirmer si le résultat était insatisfaisant. Donc c'est une situation délicate. Mais pour le moment, il faut se réjouir que des États européens, enfin, aient le courage de cette décision. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous donne malheureusement probablement rendez-vous la semaine prochaine à même heure. Alors, on essaie de s'adapter, on l'a déjà dit. On ne sait pas ce qu'on nous réserve la semaine prochaine. A priori, rendez-vous en tout cas écrit 11h samedi prochain. Sauf surprise ou miracle d'ici là. Juste, non, j'ai oublié quelques points d'information pour ceux qui l'ont vu, ça tombe d'hier. Il y avait un autre point important quand même, c'est que la CIJ, Cour internationale de justice, qui n'est pas la CPI, hier a pris un nouvel arrêté qui intime l'ordre à Israël de cesser son offensive militaire sur Rafah. C'est un ordre normalement contraignant, même si la CIJ n'a aucun moyen de le faire valoir. Réponse d'Israël, bien sûr, il parle de caricature, de quelque chose d'indigne, etc. Et la réponse effective sur le terrain, ce sont des bombardements violents sur Rafah, quelques heures à peine après la communication de la décision de la CIJ. Donc on est vraiment dans la même logique. Donc attendre un miracle d'ici la semaine prochaine, difficile. Voilà, donc merci à vous, à bientôt.